Bienvenue à Mzian Orad, notre ami, notre écrivain, notre poète, notre homme de théâtre, notre homme de cinéma, notre ami tout court. Voilà. Hein. Donc, et j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir une deuxième fois mon ami Qassim Mzian, qui a pour nom d'auteur Kassem Madani, qui nous revient avec des mémoires en dents de scie entre là-bas et ici, mais qui sont extraordinaires. Franchement, c'est un livre à lire et même à relire. Pourquoi? Parce que son parcours est atypique, original et très riche. Alors, c'est moi qui l'ai travaillé, du côté de la puis Alger, et puis Nancy, et puis Alger, et puis l'Europe, et puis les États-Unis. Donc, ici, bienvenue. Youssef, merci beaucoup pour cette invitation. Évidemment, c'est la deuxième fois et je tiens à te remercier tout particulièrement pour cette invitation. Donc voilà, on est là pour parler de ce livre. S'il y a quoi que ce soit à développer, je suis là. Oui, il y a plein de choses à développer. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout en cerner, hein, mais on va essayer d'aller un peu peut-être vers l'essentiel. Donc, d'abord, tu racontes si bien, hein, tu as une belle plume, hein, il faudra nous écrire des romans après. Hein. Ah, c'est gentil. Je t'en prie. Alors, tu commences du côté de la Vanathirathan, presque à 3 km de la Vanathirathan. Et puis, donc, tu vas partir à Alger. Et puis, tu vas partir en France, à Nancy. Et quand tu reviens, tu es gamin à ce moment-là, hein. Et quand tu reviens en Algérie, tu perds ton cabine. Absolument, c'est vrai. Et j'ai vécu une période assez spéciale. J'étais en fait, après Nancy, en fait, quand mon père avait un bar, hein, comme tout Kabyle qui se respecte, donc il avait vu que l'atmosphère du bar ne convenait pas à un enfant de 11 ans, 11 après 12 ans. Il m'a mis dans une famille d'accueil du côté de Belfort. Et donc, au bout de 18 mois, en fait, j'ai complètement oublié le kabyle. Ça, c'est vrai, aussi bien le kabyle que l'arabe d'Alger. Donc, il a fallu vraiment un certain temps pour que le bloc mémoire passif se remette en route et que je retrouve un petit peu tout ça. Docteur, c'est improbable qu'on perde la langue une fois qu'on a appris. Mzian, on en reparlera après. Donc, tu es déjà venu à mon invité 2 fois, Mzian. Donc, on mène une discussion entre l'invité. Après, tu auras largement le temps de prendre la parole, Mzian, et c'est avec plaisir qu'on va t'écouter. Donc, tu nous racontes aussi, cet Alger des années 60, des années 70, et avec beaucoup de nostalgie. Hein. Donc, mine de rien, malgré la dictature de Boumediene, il y avait une vie, surtout culturelle, n'est-ce pas? Absolument, il y avait une vie, oui, culturelle, etc. Mais ce que je dis tout le temps, c'est vrai qu'on avait vécu une époque formidable, des années 60, fin des années 60, début des années 70. Mais quand on y pense, finalement, quoi, on a vécu sur les restes qu'avaient laissé les colons, quoi. Donc il faut le dire, il n'y a pas de... Par rapport à ça, il n'y a rien à cacher. Et ces restes, ils se sont, ils ont été absorbés par tout un tas pour l'évolution d'une société qui a été mise sur rail par Boumediene, hein, il faut le dire, hein, l'armée des frontières. Ils ont tout massacré, il y a eu l'arabisation, il y a eu l'islamisation de la société. Ce qui fait que quand on pose un regard sur ces années-là, on ne peut être que nostalgique de ces années-là, ça n'y a rien à dire. Et puis donc, tu as été brillant à l'école. Oui, quand même. Tu as été brillant, même si dans ton propos tu le dis pas. Et donc, après les études en Algérie, donc tu vas faire de multiples expériences. Alors tu vas aller même aux États-Unis. Alors si je te disais, qu'est-ce qui t'a frappé le plus aux États-Unis d'Amérique, surtout dans ton domaine? Les États-Unis, déjà je suis parti, évidemment, j'avais fait un DES à la faculté d'Alger, un DES de 4 ans.
Et donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse. À l'époque, on avait quand même droit à une bourse. C'était Boumedienne, mais je pense qu'ils ne contrôlaient pas tout ça. Sinon, ils nous auraient empêché de partir. Et donc j'ai eu une bourse avec Sonatrach en 75. Là. Je suis parti en janvier 76. Et ce qui m'a frappé aux États-Unis, c'est la vie à l'américaine. Hein. Donc j'ai découvert en fait une vie que moi je connaissais à travers les illustrés, à travers les livres, du Faulkner, enfin, tous les écrivains, etc. Le Far West, le John Wayne, etc. Donc on connaissait l'Amérique à travers ça. Mais quand on la découvre et qu'on plonge dedans, on est vraiment happé par cette facilité de vie, par les gens aussi qui ont une culture absolument différente de la nôtre. Mais on découvre un monde tout à fait nouveau. Hein. Donc on ne peut qu'être happé par le mode de vie américain. Quoi. Et puis j'ai eu la chance de tomber à la fin de la fameuse Power Flower qui avait ébranlé les États-Unis à l'époque. Donc j'en ai pris un petit peu quelques restes. Donc les États-Unis, pour moi, ça reste une expérience mémorable. Et j'y vais assez souvent, puisque mon fils aîné a fait, je le dis, c'est pour lui, c'est qu'il a fait Harvard University, quand même, qui est la plus prestigieuse des universités. Et mon petit-fils et ma petite-fille sont nés à New York. Donc j'ai gardé un petit peu cet esprit de liberté que j'ai appris aux États-Unis. Très bien. En revanche, en France, tu as vécu des expériences un peu, on va dire, étranges dans le domaine universitaire. Hein. Il y a des moments où tu mérites des choses, mais tu n'arrives pas à les avoir. Oui, oui, absolument. En fait, quand je suis venu en France, je suis venu à la fin des années 80, je suis parti. Pourquoi? Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est mon fils aîné, il avait à peine 8 ans. Un jour, il rentre à l'école, il dit à sa maman, pourquoi tu as épousé papa, il ne fait pas la prière. Alors là, quand sa maman m'a raconté ça, j'avais les larmes aux yeux. Hein. Je me suis dit, comment moi qui vois le monde sous un angle de 180 degrés, voilà qu'on rapetisse l'angle de vision de mon propre fiston. Et donc c'est absolument à ce moment-là, fin des années 80, c'est-à-dire après 10 ans d'expérience à l'université d'Alger, où j'ai enseigné à Gazi-Zoual, que l'idée de partir a germé en moi. Alors, je me suis dit, ok, me sacrifier pour l'Algérie, c'est bon. Mais sacrifier mes propres enfants, non, il n'en est pas question. Donc j'ai tout fait pour avoir un poste, évidemment. Bon, ça n'a pas été facile, parce que en France, il faut savoir que les équivalences ne sont pas données. Vous avez un diplôme américain, même s'il est américain, et moi j'ai un master avec thèse, etc. Quand je suis arrivé, j'ai eu l'équivalence DEA. Ce qui me permettait quand même de faire une thèse, ce que j'ai fait en 2 ans. J'ai préparé une thèse d'ici qui était valable. Et puis j'avais des postes à durée déterminée pendant quasiment 9 ans. Et entre-temps, j'ai soutenu ce qu'on appelle une habilitation à diriger de recherche qui vous permet de postuler sur des postes de professeur des universités. Donc, mais ça a été vraiment très lent et très... pas très académique, entre guillemets. Quoi. Ça a été laborieux, tu veux dire? Ça a été très laborieux. Mais finalement, tu t'es imposé à force de persévérance et de volonté, et donc tu as enseigné pendant longtemps quand même en France. Absolument, puisque j'ai pu décrocher mon poste de professeur de l'université donc en 99. J'étais content puisque les postes de professeur d'université sont octroyés par décret présidentiel, et le mien a été signé par Jacques Chirac. Si j'avais attendu quelques années, ça aurait été Sarkozy, je crois que je n'aurais pas été content. Voilà. C'est bien dit. Alors j'ai pris ma retraite en 2020. Donc 2020, retraite 2020, et écriture. Écriture, ouais. Bah, voilà. Est-ce que tu as écrit avant ou bien c'est après la retraite que tu dis je vais écrire? Non, j'ai écrit avant. Il y a des amis d'internet là, il est où Hussein, voilà. Et ils savent très bien que j'intervenais en fait sur le Matin d'Algérie depuis 2007. J'écrivais des petites chroniques. En fait, c'est Béchico qui m'a mis en avant. À l'époque, j'écrivais vraiment des commentaires sur les articles.
quand j'écrivais, il arrivait parfois où j'écrivais un commentaire et il le mettait en une. Alors je me suis dit, tiens, alors si le Chico le met en une, c'est que ça doit valoir quelque chose. Et après, bon, ben, j'ai fait des chroniques que j'envoyais et ça a pris comme ça depuis des Et années. donc ça continue aussi, hein. C'est Ça ce qu'il faut continue, dire avec notre absolument. ami Hamid Arab, que je salue très fort. Et donc, avant de donner la parole à la salle pour continuer notre débat, mais ensemble, et tu parles d'une chose que peu d'Algériens connaissent aujourd'hui, l'autorisation de sortie de l'Indien. Eh oui, quand j'en avais parlé une fois justement, j'ai fait référence à cette fameuse autorisation de sortie du territoire national. Les gens m'ont dit arrête de raconter des histoires. Pourtant, les gens de notre génération, ils savent très bien, hein, pendant les années 70, hein, jusque Chadli, hein, il me semble, hein, c'est Chadli qui avait enlevé cette fameuse autorisation de sortie. Et voilà, quand je suis parti aux États-Unis, je suis resté 1 an, je suis rentré, je me suis marié. Avec ma femme, évidemment, que j'ai rencontrée à la fac d'Alger à l'époque, et je l'ai emmenée aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'il lui fallait une autorisation de sortie. Et donc j'étais ballotté entre les services administratifs de Sonatrach et les services administratifs de la wilaya d'Alger à l'époque pour décrocher ce fameux sésame pour ma propre femme. Donc ça a été un combat aussi que je raconte dans le livre. Très bien, donc si tu veux bien, je vais passer la parole à nos amis pour des remarques, des questions. Peut-être que Mziane peut commencer parce qu'il me semble qu'il a lu le livre. Oui, non, merci, bonjour, bonjour tout le monde. Déjà, je me souviens de notre ami Brahim. Brahim Sassi, oui. Il y a un chanteur, c'est Mourad Souman, qui nous passe le bonjour, il ne pouvait pas être là ce soir. Et il y a pour toi une dédicace spéciale, un coucou spécial de Brahim Doran, qui est venu chez toi, que tu as reçu un jour, l'ancien journaliste de l'actualité, Brahim Hatsiliman, qui m'a dit de passer le bonjour. Bon, ceci étant, je voulais revenir sur un certain nombre de choses qui sont soit écrites dans le livre, soit après qui m'ont inspiré quelques questions. Déjà, le premier débat chez Mziane, la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est que il me semble que quand on a une langue maternelle, quels que soient les événements qui interviennent plus tard, il est impossible qu'on perde la langue. Je ne sais pas comment vous l'avez perdu. Moi, j'ai vécu 6 ans en Kabylie quand j'étais petit. Je sais, de 1955 à 1961, je ne connaissais que le Kabyle. Donc, ma famille, ma mère, mon père était absent, comme dans ton livre d'ailleurs. Ton père était absent, toi aussi. Voilà. Donc, mon père était absent, il vivait en France, ici à Ménilmontant, donc à rue des Partants, là. Je ne l'ai connu que quand j'avais 7 ans. Mais ma mère, ma grand-mère paternelle et mon grand-père m'ont appris Kabyle. Quand je suis arrivé à Alger, juste avant l'indépendance, je ne connaissais pas un mot d'arabe. Je ne connaissais que le Kabyle et le français parce que j'ai fait un peu les terres blancs, l'école des terres blancs. Je n'ai jamais perdu ce Kabyle-là. Au contraire, je l'ai amélioré. Alors, vous pouvez m'expliquer comment on a des problèmes comme ça avec la langue? Oui, non, mais en fait, moi, pendant 18 mois, j'étais dans une famille d'accueil du côté de Belfort. Dans une famille d'accueil où je ne parlais que français. Ils avaient des relations qu'avec ma famille d'accueil. Donc, c'est une parenthèse, en fait, qui a fait que mon bloc mémoire, il avait complètement perdu le Kabyle. Mais ben voilà, c'est un petit peu atypique peut-être. Peut-être suis-je l'exception qui confirme une règle générale, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je confirme, j'avais perdu le Kabyle. Mais ceci étant dit, il ne m'a pas fallu longtemps
pour le retrouver, hein. C'est pas un réapprentissage. Hein. Je l'ai retrouvé au bout de quelques mois, c'était terminé, hein. J'étais revenu, ça n'allait pas partir pour de bon. Donc voilà un petit peu mon expérience. D'accord. J'ai noté plusieurs questions que je vais vous poser, mais je vais laisser la parole aux autres camarades qui sont ici. Mais il y en a une qui m'a interpellé. Vous avez parlé de votre fils qui vous a parlé d'islam. Hein. C'est ça? Absolument. Moi, les enfants sont nés ici, tous les deux. J'en ai trois. Il y en a une qui est née en Algérie, mais elle, j'ai pas parlé avec elle. Mais les deux garçons qui sont nés ici, un de 32 ans, un de 22 ans, sont aujourd'hui barbus et font la prière, ils font le truc. Et maintenant, quand je parle avec eux, j'ai l'impression que je ne suis pas leur père. Oh Dieu, moi, honnêtement, mon problème, je l'ai eu avec le premier, l'aîné, il avait 10 ans quand on est arrivé ici. Et il a fallu des années et des années pour que je débarrasse un petit peu de cette atmosphère qui sclérose du cerveau. Et je peux affirmer aujourd'hui que mes 3 enfants sont athées pur. Non, il y a un problème. Donc il n'y a aucun problème. Là-dessus. Pardon, je veux juste un commentaire sur un commentaire. Il y a un problème concernant cette question, c'est-à-dire nos enfants. En réalité, ils ne connaissent pas l'islam, ils ne lisent pas le Coran, ils ne parlent pas arabe, ils ne savent rien de... Mais c'est que complètement une identification culturelle. Pour eux, s'affirmer comme être différent des Français de souche, c'est mettre la barbe, aller à la mosquée, machiner, etc. Alors qu'ils ne savent même pas prier. Je prie mieux qu'eux. Moi, je dis à mes enfants, vous voulez que je vous récite le Coran, je vais vous le réciter. Ouais, vous voulez que je vous le dise, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Est-ce que tu peux me la réciter? Ils ne peuvent pas la réciter. Ils ne savent pas l'arabe. Mais ils se prennent pour plus musulmans que moi. Moi, je leur dis, moi, je suis pas musulman. C'est bon. Oui, merci Ouzir. Voilà. Non, je voulais que vous me répondiez à cette question. Est-ce qu'il y a une fracture identitaire entre nous et nos enfants? Moi, honnêtement, il y avait cette petite fracture, comme je le disais, fin des années 80, mais j'ai tout de suite fait, quand je suis parti, elle était colmatée. Mon deuxième, il avait à peine 4 ans. Donc, quand on est arrivé ici, sa première réflexe, c'était de me dire, un après-midi, il me dit, papa, mais c'est pas possible, ici, il n'y a pas de la robe. Parce qu'il était habitué à Alger, à écouter la prière pour les arts d'à côté. Et donc, moi, il n'y a aucune fracture entre mes enfants et moi, absolument pas. C'est très bien, vous avez de la chance. Voilà. Je laisse la parole à Jean-Louis. Moi, j'ai juste une petite question, plus une curiosité qu'une question. Ouais. Vous n'avez pas précisé votre domaine de prédilection scientifique, là. Ah oui, oui. Oui, d'accord, oui. Donc j'ai fait un diplôme d'études supérieures, un DES à Alger, milieu des années 70, en physique du solide. Ah, voilà, en physique. Physique du solide. Oui, après, quand je suis parti aux États-Unis, donc j'ai continué sur l'avancée. Mais j'ai fait plutôt optronique, ce qu'on appelle quantum electronics en anglais. Et ma thèse, mon habilitation à réaliser des recherches, c'est sur la physique des lasers. D'ailleurs, tu ne m'as pas encore invité, mais j'ai écrit un livre sur la dynamique non linéaire. C'est pour ça que je parle de non linéaire, sur les lasers, mais en anglais cette fois-ci, évidemment. Donc, voilà. Merci. Oui, il y a un monsieur qui veut poser une question. Si je peux me permettre, pardon. Oui, tout est permis. Allez-y. Ah, pas de souci. Sauf l'insulte. Sauf l'insulte, oui, merci. J'essaie d'être pas trop long au micro. Moi, je voudrais répondre par triangulation par rapport au monsieur. Tout d'abord, par rapport à la langue, par expérience, j'ai vécu 10 ans à l'étranger et je parlais plusieurs langues couramment. Le fait de vivre dans un pays étranger, je peux savoir un petit peu tout votre cerveau. Donc, perdez la langue courante, vous avez tendance à la cacher au fond de vous. Quelque part. Maternelle, quoi. Maternelle, je prends l'exemple de l'espagnol. Je suis parti 10 ans en République tchèque, je parle couramment tchèque. Je comprends toujours très bien l'espagnol, et comme vous l'avez très bien dit, je le comprends toujours très bien, et dès que je veux le pratiquer, ça coince. Mais ça revient avec le temps. Donc ça, c'était une première chose.
après, une chose un peu moins funky, que je me permets de dire, par rapport à votre approche de tirage de ces choses-là. Si je peux me permettre, j'espère pas froisser personne, je pense que c'est une question tout simple d'éducation. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Sinon, je pose la question. Tonton Kasser. Bravo, j'ai bien aimé le chapitre que tu consacres tout à fait au début de ton livre, à ce que tu appelles la médecine traditionnelle et la médecine coutumière. Ça signifie que tu nous rappelles, en plus c'est une vérité parce que nous l'avons tous vécu, je crois qu'on est presque dans la même génération, tu es plus âgé que moi, mais c'est un peu la même génération. Quand on disait, quand un petit Kabyle de 4 ans tombait malade, on disait, quand il avait un virus ou un staphylocoque ou n'importe quoi, on disait non, c'est le mauvais œil. C'était comme ça. Vous pouvez m'expliquer comment ça se passait? Nous, j'ai vécu ça, évidemment j'étais enfant, donc c'est des bribes de souvenirs. C'était absolument ça. À chaque fois qu'on tombait malade, il était question de mauvais œil. Voilà, c'est la vieille qui est venue hier ou avant-hier, voilà, elle est tombée malade. C'était ça, on a baigné dans ça pendant toute mon enfance, le mauvais œil. Donc il m'a suivi. Est-ce que ça explique un peu la mortalité infantile qu'il y avait à l'époque? Bah, ça pourrait l'expliquer, on n'avait pas de médecin, comme je vous dis, on n'avait pas de médecin, on n'avait pas de pharmacien, on avait que les trucs traditionnels, les herbes, le henté, je me souviens de tout un tas de trucs là, des petits remèdes de grand-mère en fait. Hein. On n'avait pas de médicaments, même pas de l'aspirine, hein. Vous avez mal à la tête, moi je sais que j'avais des maux de tête chroniques, Dieu sait que j'en ai souffert. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, c'est ma grand-mère qui m'a... Bah, évidemment, avec du recul, on peut se dire, ah ouais, bah, c'est un hasard, comment est-ce qu'une vieille elle peut guérir ça? Parce que, bon, bah, depuis le jour où elle m'a fait le fameux traitement dont je parle, bah, je n'ai plus eu de maux de tête. Hasard, je ne sais pas comment... C'est un miracle, c'est pas un hasard, c'est un miracle. Ouais, un miracle, bon, un miracle. Bon, il faut y croire aussi, quoi. Il faut croire en miracle. Je ne sais pas, Kassem, si l'ami qui est à côté de toi, excusez-la, a été un scientifique avant de devenir un écrivain. Il y a une intrigue qui m'a toujours torturé. Pourquoi les meilleurs écrivains sont toujours des scientifiques à la base? Je pense à Tarjaoud, je pense à Rachid, notre ami qui est mort. Memouni, je pense. C'est pas l'âme sans ça. Souvent comme ça, toi tu es physicien et tu es écrivain aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la science et l'écriture? C'est possible, moi je ne sais pas. Donc voilà, c'est nos parcours, c'est nos parcours. Quand on les analyser au moins en détail, pourquoi cela se fait-il? Peut-être qu'il y a une logique scientifique qui rentre dans la façon d'écrire. Moi je ne saurais répondre. Mais ça peut concerner que la forme, ça ne concerne pas le fond. Ça ne concerne quoi, pardon? Ça ne concerne que la forme. Oui, bien pas sûr. Le fond. Oui, mais le fond, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, on a un petit peu vécu notre enfance dans les contes, nos grands-mères nous racontaient des histoires, etc. Peut-être qu'on a gardé un petit peu cet esprit de conteur, quoi. Hein. C'est possible aussi. Pour moi, du moins, je suppose qu'il y a eu quelque part dans mon subconscient, j'ai gardé cet esprit de conteur que j'avais connu dans mon enfance. Et j'ai baigné dans ça toute mon enfance, quoi. Tu as expliqué tout à l'heure très brièvement la raison pour laquelle... Oui, le micro. Oui. Tu as expliqué brièvement la raison pour laquelle tu es devenu chroniqueur au matin. Donc nous avons travaillé côte à côte, moi et toi. J'étais chroniqueur, tu étais chroniqueur. Et tu m'as souvent critiqué. Ah oui. Tu adorais me on te taquinait, surtout on savait que tu t'énervais, alors on en profitait. Non, je ne m'énervais pas, j'adorais tes commentaires. Tu vois. Mais
le journalisme, finalement, c'est une maladie ou c'est une passion? Ouais, moi je pense que c'est quelque part c'est une passion. Hein. Peut-être une maladie, non? Ouais, c'est possible. Je ne sais pas. Tu poses des questions difficiles, Hamzian. Je ne saurais répondre à cette question. Est-ce que c'est une maladie? Mais en tout cas, c'est vrai que le soir, pour me calmer, j'ai bien envie, il y a cette envie irrésistible d'être devant mon écran et mon clavier et en avant de me laisser aller à écrire tout et n'importe quoi. Hein. Des fois c'est des brouillons d'ailleurs. Le lendemain, je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai écrit comme salade là? Non, pas du tout. Franchement, je t'ai toujours lu depuis on va dire 15 ans, je lis ce que tu écris dans le matin. J'ai toujours été intéressé par ce que tu écris. Non, mais moi je dis comment on peut quitter mentalement comme ça son métier d'enseignant de physique pour aller écrire dans un journal comme Le Matin qui n'est pas lu par des millions de lecteurs. Oui, ben, j'ai raconté un petit peu l'anecdote. Est-ce qu'on a frénétiquement besoin d'écrire Il y a un besoin d'écrire. De toute façon, moi l'écriture, ça fait partie de ma vie aussi, parce que c'est pas pour dire, j'ai des dizaines de publications, mais en anglais. J'aurais pu poser la même question à Youssef Zilem, comme je peux la poser, puisque tu parles d'anglais, au prof d'anglais qui est à côté de toi, qui est chanteur et prof d'anglais. Donc pareil, en anglais, il peut nous expliquer comment ça se passe. Voilà, c'est la dernière question que je pose. Non, tu peux poser à Hamzian, il n'y a pas de souci. Tant qu'il n'y a pas de gens qui veulent prendre la parole, il n'y a pas de souci. Hamzian, c'est juste pour enrichir un peu le débat. Je peux te rassurer, Hamzian, que personnellement, j'ai connu d'excellents scientifiques qui ont été des pionniers littéraires. Et inversement, j'ai connu aussi des gens qui ont une excellente vocation littérature et qui ne comprennent rien à la science. C'est vrai. Ça existe aussi. C'est vrai. Voilà. Juste pour une remarque. Bien sûr. Ça va venir. Pardon. En fait, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Ziad par rapport à ses enfants. Moi, je me rappelle d'une anecdote. Quand mon fils est rentré à l'école, je suis presque arrivé avec la première année de primaire. Quelques temps après, peut-être au milieu de l'année, je ne me rappelle pas très bien exactement. Un jour, il est venu avec un petit truc, il dit papa, tu vais voir, tenez-moi ça, je vais voir si j'ai appris ma leçon. Je prends le bout de papier, je vous le lis en arabe, ensuite je vous traduis. Je dois obéir à mes parents parce que Dieu me l'a ordonné. Le jour où mon fils m'a dit ça, j'ai dit, j'ai du boulot qui m'attend. Voilà. À partir de cette expérience-là, je me dis, j'ai passé mon temps à déconstruire ce qu'on est en train de déconstruire. C'est difficile. Et je dis, à l'école, on devrait apprendre, si tu te formes, on veut introduire Dieu là-dedans, Dieu demander à l'enfant d'expliquer, ou bien éventuellement de donner son avis sur le pourquoi est-ce que Dieu lui a ordonné d'obéir à ses parents. Et non pas le phénomène inverse. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer des zombies qui obéissent, et ça s'arrête là. Donc on arrête la réflexion, on arrête la pensée personnelle, et j'en passe des vertes de parole. Donc je pense que par rapport à vos enfants, est-ce qu'à un moment donné vous avez détecté ça? Parce que moi je vous assure que je vous entends, ça m'a alarmé. Moi je vis en Algérie, je suis là de passage, et quand on me dit que ça se passe là aussi, ça m'interpelle, ça m'alerte et ça m'alarme. Ça se passe plus ici que là-bas. Oui, mais je me rends compte, j'ai l'impression, oui. Oui. Ah, évidemment, on peut toujours, on est entre nous, donc on déballe tout. Moi, je pense que si on avait gardé quand même la langue française comme outil de communication, nous n'en serions pas arrivés là. Il faut le dire.
pas d'accord. Moi, je pense que c'est mon avis. C'est mon avis. Je vais juste vous citer un exemple. Voilà. Tariq Ramadan. Il maîtrise le français mieux que beaucoup de Français. Et pourtant, il est dans le Tariq Ramadan. C'est l'exemple. Ils ne sont pas tous comme lui, hein. Mais il est dans la maîtrise de la langue française que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Voilà. Et pourtant, c'est un rouleau compresseur d'idéologie islamiste. Voilà. Oui. Merci. Prenez la main. Alors, concernant la tradition, ce que vous disiez précédemment, monsieur, je crois qu'il faudrait remettre au bout du jour, peut-être la vraie tradition, à savoir Aristote, par exemple, et des maîtres de la tradition mystique également. Et je pense que ça remettrait peut-être, revenir sur une vraie tradition, c'est-à-dire une tradition millénaire, ce serait je dirais une gageure de conjuguer, une gageure d'union entre la foi et la raison. Et ça me semble être, pour pomper avec science et littérature en Méditerranée, ça me semble être tout de même une tradition pour le coup. La conjugaison, je reprends ce terme-là, entre la foi et la religion. Voilà, pas la foi, ou disons la croyance, ou l'engagement, l'implication. Peut-être que Saint-Augustin dirait l'implication. Pour revenir un petit peu à ça et rebondir un petit peu ce que vous dites, à partir du moment où on a mélangé foi, spiritualité et politique, rien ne va plus. Le problème, il est là, en fait. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à la langue arabe, moi, je suis né en Kabylie, jusqu'à l'âge de 12 ans, donc à 62, j'avais 12 ans, je ne connaissais pas un mot d'arabe. J'étais à l'école, quand j'ai mis mes pieds dans une école, c'était pour apprendre le français. En 70, je ne connaissais pas un mot d'arabe, je ne connaissais rien de l'arabe. Quand mon père on allait reprendre l'école, parce que c'était un petit peu l'anarchie, on allait reprendre l'école. Moi j'ai repris, je sais plus, j'ai pris mon père me dit ah non mais c'est pas ça que tu vas apprendre le flamand. Je lui dis comment ça c'est pas ça. Et il s'est mis à m'écrire des caractères arabes. Je dis c'est quoi cette histoire? Alors ça s'est passé en 62. En 67, j'ai passé mon certificat d'études primaires en langue arabe. Avec brio. Et je ne vais pas vous, c'est pas pour me vanter, mais je vous parie que vous prenez ce qu'ils appelaient à l'époque Nisha, c'est-à-dire la rédaction que je faisais à l'époque, et vous allez la comparer avec des textes des universités d'aujourd'hui en arabe, il n'y a pas de comparaison à faire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la langue arabe elle nous a été communiquée, nous a été apprise en tant que langue, sans idéologie derrière. On a commencé à apprendre l'arabe, je ne sais pas si vous avec l'IFOL, etc., des trucs comme ça, on a passé à la vocalisation, on est passé à... Et puis, on a apprécié cette langue. Moi, j'étais au primaire quand j'ai lu Tahassé. Nous, à Draboula Fal, les damnés de la terre, je l'ai lu quand j'étais au primaire. Aujourd'hui, vous prenez un universitaire, il n'a lu ni en arabe ni en français. Alors, c'est juste pour vous dire que le problème n'est pas au niveau de la langue. On peut faire très bonne chose avec n'importe quelle langue. Je voudrais dire un mot après vous. Ben, je vais vous passer tout ça. Alors, je voulais dire un mot après notre ami. Déjà, il faut savoir que nous, moi, quand je suis rentré à l'école, j'avais à l'âge de 4 ans. 4 ans et demi. Mais ce n'était pas une école, c'était dans une caserne militaire en Kabylie, au Zouadia, sur les hauteurs. À l'intérieur d'une caserne. L'instituteur, c'était un militaire en tenue avec un chien, un berger allemand, une mitraillette et tout ça. Et puis nous, on allait là-bas juste pour apprendre à dessiner des lettres. Et surtout, on allait là-bas pour choper. On emmenait du bois et on avait un poêle à bois. Voilà, on faisait comme ça. Après, mon grand-père m'a inscrit à l'école des Pères Blancs. Une année ou une année et demie plus tard, je ne me souviens plus du temps passé. La question va se poser à vous, M. Kassan.
je suis arrivé à Alger, mon père est rentré de France, mon père qui était absent comme le tien est rentré, et donc il m'a inscrit dans une école. À l'époque, la première c'était à la Redoute, et ensuite à Der Saada, et ensuite à Issangé. Je suis arrivé, j'étais déjà lettré. À 7 ans, j'étais lettré en français, je parlais français. Je parlais pas arabe, mais je parlais français. Et ça, les enfants qui étaient avec moi ne comprenaient rien. Donc ils me disaient Haki, machin, etc. Parce que je parlais pas l'arabe, je parlais que le kabyle et français. Alors vous imaginez dans l'histoire d'un enfant ce qui se passe quand on le met en marge à cause de ce genre d'histoire. Parce que c'est pas moi qui ai choisi ma vie. J'étais en Kabylie. Vous racontiez quoi là, tout de suite là, je voulais Micro, Mziane. oui, je voulais parler de qu'est-ce que vous étiez en train de raconter d'important. Je vais rebondir sur ce qu'il a Oui, dit. je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit tout de suite là. Par rapport à la langue, À la langue, oui. par rapport à la langue, vous avez dit qu'en fait la langue n'est pas forcément le véhicule de ce développement. Oui, Moi, de mon point de vue, c'est pas l'arabe qui est sous-développé, c'est pas la langue elle-même qui est sous-développée, c'est tout ce qui entoure la langue, c'est tout ce qui, toutes les strates culturelles qui est autour de la langue et la façon avec laquelle on interprète ce qui est autour de la langue. Parce que la langue arabe n'est pas sous-développée. Moi, quand je lis, comment s'appelle le grand écrivain égyptien qui est très rebelle. Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz. Moi, quand j'ai lu Naguib Mahfouz, je pleure. C'est incroyable. C'est un truc immense. C'est un écrivain immense. Et puis maintenant, on peut parler Adonis. On peut parler d'Adonis le poète, on peut parler de Moutfar Louab, on peut parler c'est pas la langue elle-même qui porte, c'est pas la langue elle-même qui porte les germes de la régression. C'est toujours l'interprétation qu'on en fait. C'est comme l'islam, et l'islam de nos parents, l'islam de nos grands-mères, l'islam de nos grands-pères, était un islam qui ne nous a jamais dérangés. Nous étions... moi, je voyais ma grand-mère faire la prière, elle ne sait pas un mot d'arabe. Et quand elle faisait la prière, elle faisait en kabyle-arabe, un truc, une espèce de sabir un peu bizarre. Mais elle y croyait, elle avait la foi. Mon grand-père, c'était pareil, mes parents, c'était pareil, etc. Maintenant, ils ont changé la donne, ils ont absolument changé la donne. Il faut que tu sois très strict, voilà, c'est ça le salafisme, mais je ne sais pas, nous avons baigné dans l'islam depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je dis salam alaikum, je peux dire Inch'Allah, alhamdoulilah, c'est un réflexe culturel. Mais chez eux, c'est devenu une langue, une nouvelle langue. Et je pense que nous sommes à quelques moments, à Alger, on s'est croisés quand on était collègues ou confrères, on se croisait comme ça à Alger, dans des moments très difficiles. Tu vois. Il le sait très bien, la langue a évolué, elle a changé complètement à Alger. Moi, ce qui m'a chassé de là-bas, c'était pas la peur de mourir ou d'être assassiné, c'était le fait que la ville, les murs de la ville ont changé, l'habillement des gens a changé, la langue a changé, l'esprit a changé. C'est ça qui m'a chassé d'Algérie, moi. Sinon, moi, j'étais très bien en Algérie, qu'est-ce que je viens de faire ici? Qu'est-ce que je fais dans le 20e? Je suis bien algérien, moi. J'étais très bien algérien. La nostalgie. Ouais, je suis dans le Barak, je suis n'importe où. Ben oui, voilà. Donc, Merci Mziane de nous rappeler tous ces moments-là quand même. Hein. Attends, je voulais juste vous poser une dernière question, monsieur Hassan Madani. En dehors d'être physicien et maintenant écrivain,
Qu'est-ce que vous avez appris du journalisme à Touba? Pourquoi le journalisme? Je l'ai expliqué, hein, c'est vraiment par hasard, hein, tout à fait un hasard hein, qui m'a ramené à ça. Hein. C'était, je disais encore, à l'époque, je commentais sur le Matin d'Algérie, c'était des commentaires. Hein, dès le début où Benchico avait relancé le Matin d'Algérie en ligne, je faisais des commentaires. Hussein s'en souvient, là. C'était des commentaires en bas de texte. Mais des fois, je faisais des commentaires qui lui plaisaient tellement qu'il les mettait en une. Il les met en une, donc je me suis dit, tiens, puisqu'il les met en une, donc... D'ailleurs, il m'a fait une dédicace sur un ancien livre, Indignation chronique, où il a dit, Qasim Madani écrit en état d'ébriété. Il n'avait pas tort, c'est vrai. Il le reconnaît quand Je vous même. demande parler. une question pour détendre juste l'atmosphère en attendant que la nouvelle question importante qui va venir de là-bas. Je peux vous embêter. Dans 29 jours, la Coupe du Monde va commencer au Qatar. Alors, vous me donnez un pronostic et vous me dites... Moi, je ne suis pas très sport. Mon gosse aurait donné ça. Honnêtement, mon fils, il aurait parié sur son équipe. Je ne sais pas laquelle. Mais moi, je ne suis pas très foot, honnêtement. Je te suis dans tes chroniques parce que tu les détournes d'une façon agréable. On les lit. Je les ai suivis. Et j'espère que tu vas revenir avec d'autres chroniques. Alors voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Tiens, il y en a qui seront contents. Avec la Coupe du Monde, je Bon, reviens. Voilà. une dernière question avant les dédicaces. Azdi. Avant Daniel, pardon. Bonsoir, enfin, c'est juste, c'est pas, désolé pour le retard. Alors, juste un petit commentaire en même temps en question. C'est un débat par rapport à ce qu'a dit Damien tout à l'heure par rapport à l'islamisme ici en France comme repère culturel et ce qui se passe inversement en Algérie. Je crois qu'il y a quelque chose de très important, aussi bien en France qu'en Algérie. La religion ou les religions sont coupées des traditions, de la culture. Donc on se retrouve avec des automatismes. D'ailleurs, c'est valable aussi bien pour les autres conservatismes, notamment. Tout. Enfin, c'est-à-dire dès que la foi, dès que ce qui se passe à l'intérieur de l'être se coupe des repères, c'est comme ce que vous avez parlé par rapport à la médecine traditionnelle, par exemple. C'est maintenant qu'on commence à retrouver un peu les vertus des plantes, etc. Alors que il me semble que peut-être en tant que scientifique, ce serait intéressant aussi d'inviter une réflexion qui va faire la synthèse à la fois de la tradition, la bonne tradition, et aussi à la fois de la bonne modernité, parce qu'il y a aussi de mauvaises modernités en fait. C'est-à-dire, je voulais juste parler par rapport à ça. Et ici en France, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants d'immigrés qui sont perdus, parce qu'il y a aussi, on va dire, la responsabilité aussi bien des parents, c'est important parce qu'il n'y a pas de transmission. Il y a ça, il y a aussi un autre phénomène, c'est la mondialisation, que tout le monde, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne prennent pas en considération. Parce que maintenant, c'est YouTube, c'est Netflix qui façon les esprits. Donc avec tout ça, c'est un peu difficile de voir qu'un enfant puisse s'identifier à quelque chose il s'identifie plus ou moins aux choses qu'on lui offre. Alors qu'en Algérie, c'est totalement différent. Oui, bien sûr, je comprends ce commentaire. Parce que, merci. En fait, d'ailleurs, j'ai une petite chronique à l'intérieur où je parle de la mosquée d'antan, Djamanzi. À l'époque, je me souviens, on avait notre mosquée, ce qu'on appelle Zejmaz, elle était ouverte. Elle était ouverte et on voyait le ciel. On avait vraiment les galaxies, elles étaient à notre portée, etc. Et depuis les années 80, ce djama, maintenant ils l'ont transformé en mosquée, je dirais, moderne, avec un grand dôme. Et il n'y a plus de tajmas comme à l'époque où il y avait la transmission entre les anciens et les nouvelles générations. Moi, j'ai rien appris à personne, à part mes enfants. Je le regrette. S'il y avait eu cette fameuse transmission, je repartirais peut-être plus régulièrement chez moi avec le tajmas et discuter entre vieux et inviter les jeunes pour qu'ils nous écoutent, pour qu'on puisse transmettre. C'est un petit peu ça, quoi. Vraiment, on a coupé le cordon ombilical. Il a été coupé. Ça, c'est... Nordine, après vous, monsieur. Oui, moi je vais rester sur le thème de la langue. Alors on se posait la question, est-ce que c'est la langue qui véhicule
le corps identitaire ou c'est l'inverse, c'est le corps identitaire qui fait naître la langue. Alors moi j'ai envie de parler, de répondre à cette question, l'espéranto. Alors l'espéranto c'est une langue artificielle qui a été créée dans les années 50 par un bric-à-brac de toutes les langues du monde, dans le souci justement de favoriser une communication universelle. Mais avec le temps, on a constaté que cette idée-là de création de l'espéranto, la mayonnaise n'avait pas pris, si on peut dire ça. Donc on peut conclure, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience? C'est que chaque nation, chaque pays, chaque village, même entre deux villages en Kabylie, même si la langue est la même, mais le vocabulaire est différent. Et puis il y a des... Et pourquoi ces différences? Je crois que c'est naturel, hein. Ce sont des langues naturelles pour que chaque groupe humain s'identifie par rapport à sa langue, sa façon de parler, les accents aussi qui donnent... Voilà ce que je voulais dire. Très bien ordonné. Merci. Très bien ordonné, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je voudrais rebondir sur un point qui a été soulevé à cette reprise. C'est pratiquement le problème de la langue, notre langue, et puis bien sûr l'islamisme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui encapsule pratiquement tous les problèmes soulevés, toutes les questions d'appréhension, c'est l'islamisme politique, c'est le salafisme. Le salafisme actuellement est en train de faire son bonhomme de chemin. Enfin, disons qu'ils s'en foutent, si j'ose parler ainsi, de tout ce que l'on fait, de ce qu'on dit autour de lui. Il a un programme, il a un projet de société à imposer au monde entier peut-être. Il a commencé par chez nous, en ce qui nous concerne. Et puis, il fait son bonhomme de chemin, sans se soucier pratiquement de tout l'environnement, qu'il soit hostile ou bienveillant. Là, c'est le véritable problème auquel on est confronté à ce jour. Maintenant que les questions en relation avec la langue kabyle par exemple, moi j'ai toujours eu à l'esprit un jour d'interpeller la communauté, notre communauté à l'étranger, sur la diaspora, parce qu'ils ont les moyens. Nous avons beaucoup d'intellectuels de renom ici, d'écrire chacun un fascicule ou une chronique en langue kabyle. Commençons d'abord par la langue kabyle, avant de traiter la langue amazigh. La langue kabyle d'abord, si chacun d'entre nous, avec tous les moyens dont on disposition en France, au Canada, aux États-Unis, notamment en Allemagne, décidons d'écrire un fascicule par année, eh bien, nous allons grandement aider cette langue-là à survivre et à renaître ses sons. Parce qu'actuellement, il patauge. On trouve ça et là, effectivement, des gens qui s'intéressent, qui écrivent, comme notre ami là-bas, là. C'est l'un des rares, d'ailleurs, qui écrit en kabyle. C'est l'un des rares. On le retrouve d'ailleurs dans le matin. Voilà. Donc, je pense que cette question-là mérite notre attention et l'attention de tous. Je peux répondre vite fait, 15 secondes. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Un kabyle, il n'a jamais été aussi prolifique que ces derniers temps en termes de littérature. Est-ce que c'est publié? Ah, c'est publié, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas faire de choses qui est en public. Merci. Bon, mon ami, je te remercie d'être venu. Place maintenant aux dédicaces. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. À très bientôt.